Un cargo endommagé avec 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium à son bord est actuellement dans le détroit du Pas-de-Calais. Aucun port ne souhaite l'accueillir en raison des risques. C'est cet engrais dangereux qui est à l'origine d'une explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth il y a 4 ans. Il est 19h, bonsoir à tous, bienvenue. Dans l'actualité de ce samedi, il y a aussi Israël qui dit préparer sa réponse à l'Iran après l'attaque de missiles mardi sur l'État hébreu. Nous verrons jusqu'où l'armée de Netanyahou est-elle prête à aller. Nous rejoindrons aussi Marois Sebahi en direct pour accueillir la deuxième vague de rapatriés belges du Liban. Ils sont actuellement dans l'avion. Plus de Sinutab ou de substances similaires sans ordonnance à partir du 1er novembre. Un médicament dangereux sur lequel les Belges se ruent depuis cette annonce. Pour les candidats aux élections communales de dimanche prochain, c'est le dernier week-end pour convaincre. Sur les marchés, certains élus jettent toutes leurs forces dans la bagarre pour influencer les indécis. La dernière ligne droite, c'est le nouveau rendez-vous que vous fixe la rédaction. Tous les soirs, un président de parti pour évoquer les enjeux communaux. C'est Samuel Kogolati, le coprésident d'Écolo, qui ouvre le bal ce samedi. C'est une potentielle bombe flottante qui se trouve en ce moment au large de nos côtes, en mer du Nord. Un cargo parti de Malte qui est en panne et qui transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un engrais très dangereux. C'est la même substance qui a causé une explosion dévastatrice à Beyrouth en 2020. Les explications de Charlotte Simonard et de Juliette Davlet-Mirzaeva. Il erre dans les eaux de la Manche depuis 10 jours. Un immense cargo de 182 mètres de long et près de 30 mètres de large, battant pavillon maltais. Aucun port ne veut l'accueillir. Car à son bord, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. La même substance que celle qui a provoqué la double explosion au port de Beyrouth en 2020, mais en quantité 7 fois supérieure. C'est une bombe flottante, c'est une menace pour la sécurité maritime et les populations côtières. Il va falloir envisager, selon moi, de transvaser sur des petits bateaux des petites quantités de nitrate d'ammonium pour minimiser le risque. Le 22 août dernier, le Ruby quitte la Russie pour les îles Canaries. Pris dans une violente tempête, il fait escale en Norvège. Sa coque est fissurée, son gouvernail et ses hélices endommagées. Le cargo met le cap vers la Lituanie pour des réparations, mais les autorités le refusent. Depuis, cette bombe flottante a jeté l'ancre dans le détroit du Pas-de-Calais, à 80 km de la côte belge, scrutée de près par les autorités britanniques et françaises. Nous sommes bien au courant de la situation, nous le suivons, nous avons des contacts, des liens d'ailleurs directs avec les autorités britanniques et avec l'armateur qui nous permettraient d'intervenir le cas échéant de façon extrêmement rapide. Si le risque d'une explosion de sa cargaison reste pour l'heure mineur, le Ruby cherche toujours un port d'accueil. L'actualité internationale est toujours marquée ce samedi par le conflit au Proche-Orient. L'armée israélienne a mené ce matin de nouveaux bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth. Sur le terrain, des affrontements se poursuivent également entre des membres du Hezbollah et les troupes israéliennes à la frontière libanaise. Israël qui a par ailleurs annoncé la préparation d'une réponse aux frappes iraniennes de mardi sur l'État hébreu. Jusqu'où l'armée de Netanyahou est-elle prête à aller? C'est ce que l'on voit avec Emmanuel Dupont et Recep Ametaj. Sur les images fournies par l'armée israélienne, des soldats sur le sol libanais au sud du pays. On les voit prendre position autour de bâtiments soupçonnés d'appartenir à des militants du Hezbollah. Ces images auraient été tournées hier. Le lieu n'a pas été communiqué, mais le mouvement chiite libanais déclare que des combats ont bien eu lieu dans cette région avec l'armée israélienne. Au même moment, Israël continue de pilonner des infrastructures situées dans la banlieue sud de Beyrouth. Les autorités libanaises craignent l'embrasement du pays. Beyrouth est bombardée chaque jour, chaque nuit, pendant 24 heures. Et donc, on a peur qu'on ait un nouveau Gaza au Liban. Un nouveau Gaza au Liban. C'est ce que redoutent aussi les organisations humanitaires qui commencent à acheminer l'aide médicale à Beyrouth. Avec cette question sous-jacente, jusqu'où Israël va-t-il poursuivre son offensive? L'État hébreu va-t-il affronter l'Iran, principal allié du Hezbollah, après l'attaque de missiles iraniens en début de semaine? Le chef de la diplomatie iranienne réclame un cessez-le-feu. La question la plus importante aujourd'hui est le cessez-le-feu, en particulier au Liban et à Gaza. Sur le plan diplomatique, le président français demande de cesser la livraison d'armes à Israël,
Son homologue américain suggère d'autres options. Si j'étais à la place d'Israël, je ne frapperais pas les sites pétroliers. À un mois de la présidentielle, Donald Trump conseille Israël au contraire de frapper les installations nucléaires en Iran. La réponse est entre les mains du Premier ministre israélien, le seul de toute évidence à décider de l'avenir du conflit. Et conséquence directe de cette tension croissante et des risques liés au conflit, un deuxième vol avec à son bord des Belges qui ont souhaité être rapatriés a été organisé aujourd'hui. Bonsoir Marois Sebahi. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de nos compatriotes, de nos ressortissants en attente d'un rapatriement ? Et bien sur les 200 Belges qui ont émis le désir de rentrer en Belgique depuis le Liban, il en reste 112 sur le sol libanais. Les autres ont soit été rapatriés hier, soit sont en train d'être rapatriés au moment où je vous parle. Mais il y en a d'autres qui ont aussi potentiellement changé d'avis, qui désirent rester au Liban pendant au moins encore quelques jours. Parce qu'il faut le savoir, les affaires étrangères prévoient un vol et prévoient un nombre de places limité pour les passagers. Mais au moment de l'embarquement, certains passagers peuvent ne pas se présenter. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y avait 40 places qui étaient prévues. 33 personnes se sont présentées. Pour ceux qui restent au Liban et qui désirent rentrer en Belgique, eh bien, il y aura potentiellement d'autres possibilités. Je le rappelle, les affaires étrangères réévaluent la situation tous les jours. Il faut seulement se signaler auprès de l'ambassade belge au Liban. On a également appris cet après-midi, Marois, qu'à bord de ce deuxième avion, il y a nos deux confrères de VTM qui ont été violemment molestés à Beyrouth. Oui, absolument. Robin Ramaker et Stein de Smet sont bel et bien dans cet avion. Ils avaient été blessés alors qu'ils réalisaient un reportage à Beyrouth pour nos confrères de VTM. Pour rappel, Stein a reçu 2 balles dans la jambe et Robin, le journaliste, a eu plusieurs fractures au visage après avoir été frappé par les membres du Hezbollah qui pensaient qu'il était un espion israélien. Ils sont donc dans cet avion avec les 33 autres ressortissants belges qui devraient arriver à l'aéroport militaire d'Eindhoven aux alentours de 19h30. Ils vont ensuite prendre un car pour arriver à Bruxelles aux alentours de 22h. Évidemment, un retard pas encore arrivé. Merci Marois Sebahi et merci à Thomas Decuper qui vous accompagne. Et le premier vol avec des Belges à son bord est arrivé hier soir à Eindhoven également. Ils étaient 55 au total parmi d'autres nationalités. Ils ont ensuite été conduits en bus jusqu'à l'hôpital militaire de Neder-Overembeek. On retrouve Marois Sebahi, Kaïma Boudiaf, Éric Demortier et Alexandre Dassler. C'est la fin d'un très long périple. Hier soir, en déchargeant leurs bagages, ces 55 Belges mettent fin à des nuits d'horreur, sans sommeil. On est soulagés d'être là, mais bon, on est très triste pour ceux qui sont restés là-bas. C'est dur. Mais bon, il faut que ça s'arrête. C'est pas normal. C'est pas normal de massacrer comme ça des gens, c'est pas normal. Le voyage a commencé à Beyrouth, à bord d'un avion militaire affrété par les Pays-Bas. Dedans, plusieurs nationalités différentes. Des Néerlandais, Irlandais, Belges ou encore Finnois. À la base militaire d'Eindhoven, les accolades se sont succédées. Et quelques larmes ont coulé. Pour la cinquantaine de Belges rapatriés, direction l'hôpital militaire de Bruxelles, à bord d'un autobus. Faisal a pu obtenir des passeports belges pour ses enfants, qu'il attendait avec impatience. Ma famille était là-bas et elle vient d'arriver. Quand ils m'expliquaient ce qui se passait, je n'arrivais pas à dormir. Ce simple bruit d'avion, c'est synonyme de mort pour nous. Ça, c'est la mort. C'est pas comme ici où nous sommes en sécurité. Cette sécurité tant recherchée implique un changement d'habitude radical. Toute la famille doit s'adapter à une nouvelle routine, loin de la maison. On espère que ça va bien se calmer pour qu'on puisse rentrer le plus tôt possible, surtout pour les enfants, pour les écoles et tout ça. Comment ça va se passer maintenant pour les écoles ? On est en distanciel. Donc ils sont inscrits au lycée au Liban et on reprend lundi en distanciel, tout en étant calme, j'espère. La majorité des Belges rapatriés sont rentrés chez eux ou chez des proches. Mais hier soir, 4 personnes n'ayant pas de logement en Belgique ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Et cette actualité très évolutive est à suivre en texte et en images à tout moment sur notre site et notre application RTL Info. En bref, Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise, a été arrêtée à Bruxelles cet après-midi. Elle faisait partie d'un groupe de 150 activistes